Bonjour Bruno Tertrais. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur France Info. Aujourd'hui, la guerre au Moyen-Orient entre dans sa 4e semaine. 4 semaines, c'est la durée de la guerre qui avait été évoquée par Donald Trump. Est-ce que aujourd'hui nous avons, et je vous pose la question, voilà, presque de façon un tout petit peu ironique, vous avez des éléments qui laissent penser que la guerre se termine? Non, absolument aucun. J'essaie de ne pas être trop pessimiste et je suis rarement catastrophiste, mais là je dois dire que il n'y a absolument rien qui nous dise que dans les jours qui viennent, cette guerre pourrait se conclure. La seule chose sur laquelle on peut compter, paradoxalement, c'est sur la capacité de Donald Trump à tout simplement procéder à des revirements constants. Un jour, il nous dit troupe au sol. Un jour, il nous dit j'arrête demain. Un jour, il nous dit j'ai gagné. Au jour suivant, il va dire j'ai besoin des Européens. Mais il garde, je ne suis pas le premier à le dire, mais il garde cette capacité à tout moment à pouvoir dire je siffle la fin de la partie et j'ai gagné. Justement, c'est comme ça que vous entendez sa déclaration d'hier soir. Il a dit que les États-Unis allaient réduire graduellement leur action contre l'Iran. Ça pourrait être un premier pas vers un éventuel retrait? C'est très difficile à comprendre dans la mesure où les unités des Marines qui sont en train d'arriver dans la région, eux, ils ont plutôt l'instruction inverse. On parle de 5000 soldats qui arrivent là. Oui, donc c'est quand même extrêmement difficile à comprendre. Peut-être que tout simplement, c'est un signal politique, c'est un signal économique. Ça veut dire, c'est pour rassurer les marchés, comme on dit, vous savez, ça va pas durer très longtemps. Donc je ne peux pas l'interpréter autrement, mais Trump nous a tellement habitués à dire une chose un jour et une chose le lendemain qu'il est, encore une fois, capable de tout. Mon pronostic, c'est quand même que ça va durer encore quelques petites semaines. Et ces soldats qui arrivent, ils ont quel type d'instruction? Alors, ils ont probablement, alors je ne suis pas dans le secret du Pentagone, mais ils ont probablement pour instruction la possibilité de faire le scénario de faire un coup de force soit sur la fameuse île de Karg, soit sur les abords immédiats du détroit d'Ormuz à terre. Île de Karg, expliquons, c'est cette île qui sert de raffinerie géante en fait, qui est située au fond du golfe Persique. Alors, vous l'avez très bien dit, c'est au fond du golfe Persique, donc c'est pas facile d'y arriver, sauf à y arriver en hélicoptère. Mais si vous voulez traverser, d'imaginer que les navires américains vont aller jusqu'au fond du golfe sans encombre, ça serait quand même un pari un tout petit peu hasardeux. Alors quand on entend Donald Trump dire bon voilà peut-être que finalement on va réduire graduellement parce qu'au fond on a gagné. Alors il le répète depuis le début de la guerre, mais là il le répète encore plus. Est-ce qu'il peut se contenter de dire finalement ils n'ont plus de capacité nucléaire, même si ça reste à prouver, ils n'ont plus vraiment de capacité à produire des missiles balistiques. Est-ce que c'est possible de s'en tenir là, ou est-ce que, vu là où il en est rendu, j'allais dire, il est obligé d'aller jusqu'à la chute du régime? Non, alors non. La réponse est très clairement le A et pas le B. Très clairement, il y a, soyons clairs, il y a quand même une réduction considérable des arsenaux balistiques et dans une certaine mesure de drones de l'Iran, c'est très clair. Les Américains et les Israéliens, certainement aussi réduit, dégradé la capacité de l'Iran à reconstituer ses arsenaux. Et puis, bien sûr, tout le premier et le deuxième échelon du leadership politico-militaire iranien est désormais éradiqué. Mais quand même, Bruno Tertrais, il y a cette phrase qui nous a été citée par un invité ce matin qui vient, je crois, de The Economist. On a réduit, c'est ce que disent les Américains, d'à peu près 100% les capacités iraniennes, mais les 0% restent encore très efficaces. Oui, c'est malheureusement le cas. Et quand on voit la courbe des lancements de missiles et de drones par l'Iran depuis le début de la guerre, on voit très bien qu'il y a une diminution très rapide. Mais là, il y a un plateau. L'Iran continue à avoir la capacité de lancer des missiles et des drones pas en grand nombre, en nombre beaucoup moins important, mais très clairement, on n'est pas du tout à 100%. Quant au nucléaire, puisque vous en parliez, j'allais dire que de toute façon, dans la logique de Donald Trump, le problème ne se pose pas puisque les États-Unis sont censés avoir oblitéré, je cite, l'ensemble du programme nucléaire. Bruno Tertrais, cette semaine, elle a aussi été marquée par des frappes sur des sites énergétiques stratégiques. Israël a frappé le plus grand site du monde de gaz, un site stratégique pour l'Iran. Et en réponse, l'Iran a attaqué des sites de production de gaz au Qatar, au Koweït. Est-ce que ça signifie que ce conflit, cette guerre est en train de changer de nature? À partir du moment où ce n'est plus seulement le gaz, mais aussi le pétrole, mais aussi le gaz qui est visé, sans compter les autres répercussions économiques que vous connaissez sur toutes les exportations très importantes qui passent par le Golfe, ça va du soufre à l'aluminium, enfin il y a plein de choses au-delà du pétrole. Quand on parle d'Ormuz, on pense toujours pétrole, mais il y a plein de choses désormais qui passent par Ormuz. Alors oui, effectivement, le gaz,
c'est pas une bonne nouvelle. D'ailleurs, je crois que les Israéliens se sont fait taper un peu sur les doigts par les Américains, d'autant plus que le principal producteur dans la région, le Qatar, est quand même très proche de Donald Trump. Je pense que ça va se calmer sur ce front-là. Autrement dit, si les Israéliens ne s'adressent plus aux installations gazières iraniennes, je pense qu'il n'y aura pas, enfin, on peut espérer qu'il n'y aura pas de riposte iranienne dans ce domaine. Oui, parce que Donald Trump a dénoncé, enfin, a déploré ne pas avoir été prévenu par ses alliés israéliens. Ça veut dire qu'ils ne sont pas si coordonnés que ça? Vous avez raison, c'est une très bonne question. Je ne pense pas qu'au jour le jour, toutes les frappes soient coordonnées entre les deux. Il y a énormément de choses qui le sont. Il y a par nature une coordination qui se fait dès lors que les Américains peuvent avoir besoin du renseignement israélien pour tel type d'objectif. Mais c'est une guerre Amérique et Israël, mais c'est pas une guerre américano-israélienne. Il n'y a pas un état-major conjoint. Quand on mène la guerre à deux, on fait un état-major conjoint. Il n'y a pas d'état-major conjoint américano-israélien. Le plus grand champ gazier du monde, donc qui est au milieu de ce golfe Persique partagé entre le Qatar et l'Iran, quand on frappe ce plus grand champ gazier, vous pensez que les Américains ne sont pas informés de ça? Pas nécessairement. Il ne faut pas penser que Trump et Netanyahou se parlent absolument tous les... Enfin, je pense qu'ils se parlent tous les jours, mais encore une fois, il n'y a pas d'état-major forcément conjoint. Spécifiquement L'ensemble, sur non, il est tout à fait possible que les Israéliens aient fait des surprises aux Américains. Ça veut aussi dire qu'ils ont des buts de guerre différents, les Américains et les Israéliens? Oui, globalement, ces buts de guerre sont évidemment convergents, mais l'obsession israélienne aujourd'hui à aller jusqu'au changement de régime n'est pas partagée par l'administration Trump. C'est très clair et c'est dit explicitement. Donc, encore une fois, du côté israélien, on dit très clairement, depuis le début, il y a une constance dans le discours israélien, nous voulons créer les conditions d'un changement de régime. Voilà, nous, on prépare le terrain et vous, brave peuple iranien, vous allez vous-même vous révolter, ce qu'ils ne font pas vraiment aujourd'hui, il faut dire qu'ils sont un peu entre le marteau et l'enclume, pour avoir de nouveaux dirigeants. Mais on n'y est pas du tout. On l'a un peu évoqué au début. Est-ce que, concernant les buts de guerre américains, est-ce que vous aujourd'hui, vous qui suivez ça de très près, vous avez compris exactement lesquels ils étaient? Ou alors est-ce que c'est un peu au bon vouloir de Donald Trump toujours, et c'est lui qui décrétera après ce qu'étaient les buts de guerre? Je crois que votre formule est effectivement pas mal trouvée. Il reste quand même qu'au bout de 4 jours après le début du lancement de l'opération, il y avait un papier officiel de la Maison-Blanche en disant voilà les 3 ou 4 buts militaires de l'opération. Il n'y avait pas le nucléaire, puisque encore une fois le nucléaire a été oblitéré. Censé être, voilà. Il y avait bien sûr les missiles et la capacité de production de missiles. Il y avait la marine iranienne. Donc on pensait quand même déjà un petit peu au détroit d'Ormuz, même si Donald Trump lui-même a sous-estimé, pas le Pentagone, mais Donald Trump a sous-estimé ce facteur. Il y avait le soutien aux groupes terroristes dans la région. Donc il y avait quand même un certain nombre de buts assez précis. Mais il n'y avait pas, encore une fois, il n'y avait pas le changement de régime. On sait bien que du point de vue de Donald Trump, le scénario idéal, c'est le Venezuela. En parlant de changement de régime, on a appris hier l'annonce du décès du porte-parole des gardiens de la Révolution en Iran, Ali Mohammad Naïni, tué dans des frappes israélo-américaines. Cette nouvelle mort, elle s'ajoute à celle du ministre du Renseignement, Esmaïl Khatib, tué mercredi. Ces 2 morts cette semaine, est-ce que c'est décisif? Est-ce que le régime a la capacité de tenir avec ses dirigeants en moins? Alors, c'est certainement pas décisif. Ce qu'on constate, c'est 2 choses. D'abord, c'est que les Israéliens ont quand même une capacité à repérer aujourd'hui très rapidement des gens qui sont très bien cachés et très bien protégés. Donc, le premier point, si vous voulez, c'est de dire, encore une fois, le renseignement israélien est absolument stupéfiant. La deuxième chose, c'est que, pardon cette métaphore, mais elle est utilisée en Israël, c'est ton de la pelouse. Ils appellent ça ton de la pelouse. Ça repousse, on coupe. Ça repousse, on coupe. Et à chaque fois, eh bien, les Israéliens ou les Américains tuent une personne supplémentaire. Donc, mais ce régime, il continue à avoir la possibilité d'exister, même s'il ne contrôle probablement moins bien le pays que c'était le cas il y a 3 semaines. Mais force est de constater que ce régime, il est résilient, il résiste. Le problème pour les Iraniens, c'est de trouver désormais des gens qui vont avoir à la fois le statut, le prestige interne et la capacité à contrôler le système. Ça va être sans doute de plus en plus difficile. On a l'impression que la chaîne de commandement, elle n'est pas brisée. Je crois que c'était un peu un des objectifs premiers, d'essayer d'empêcher que les décisions puissent être prises. Oui, mais les Iraniens s'y étaient préparés depuis longtemps et ils ont par ailleurs très rapidement, dès les premiers jours, délégué
au commandement opérationnel sur le terrain la possibilité de faire un certain nombre d'opérations sans demander l'avis des autorités suprêmes. Vous êtes surpris par cette capacité de résistance du régime iranien? On a beaucoup dit qu'ils vont rapidement être à court de munitions, vous l'avez évoqué, et cette nuit, on apprend que l'Iran a tiré 2 missiles sur Diego Garcia, une base militaire américano-britannique qui est à 4000 km de l'Iran. Est-ce que c'est surprenant cette capacité? Il y a en gros 2 théories sur ce qu'il se passe dans cette réduction très rapide du nombre de missiles que tire l'Iran. Il y avait une théorie qui dit en gros ils en ont de moins en moins, et l'autre théorie qui dit ils gardent le meilleur pour la fin, si j'ose dire, en étant un petit peu cynique. Alors effectivement, pour certains c'est une surprise. En fait, moi ça me surprend pas totalement, ce tir sur l'île de Diego Garcia, qui est très loin, qui est à près de 4000 km. Au milieu de l'océan Indien. Et c'est 2 fois plus que ce qu'on pensait être les capacités maximales de tir de l'Iran. Non, je vais pas être trop technique, mais en fait, un missile balistique, il n'a pas une portée en soi, il n'a pas une portée magique, ça dépend de ce qu'on met au bout. Donc il suffit de ne pas mettre de charge qui soit lourde, parce que plus c'est lourd, moins on peut aller loin, c'est aussi simple que ça. C'est de la balistique toute simple, il n'y a pas besoin d'être un ingénieur pour le comprendre. Et donc il suffit à mon avis, ils ont mis un sac de billes au bout. C'est plus symbolique qu'autre chose pour vous. Pardon de la familiarité, mais si vous voulez, je crois exactement. C'est du symbole. Je pense qu'il n'y avait pas de charge militaire lourde au bout. Et dans ce cas-là, on vise le symbole. Et ça marche. C'est un symbole fort. Et ça marche parce que c'est un symbole fort. Vous allez voir, tout le monde va dire aujourd'hui, en fait, ils ont la capacité de tirer sur l'Europe. Et donc, voilà. Oui, j'ai vu certains qui disaient sur les réseaux sociaux, ils peuvent atteindre la Corse. Et donc la Corse est menacée. Pardon, je plaisante à moitié, mais là, il faut être un petit peu rassurant. Non, aujourd'hui, l'Iran n'a pas, si vous êtes en vacances en Corse ou si vous avez une maison, vous inquiétez pas. La Corse n'est pas directement menacée par la République islamique d'Iran. Voilà, et précisons effectivement que ces 2 missiles ne sont pas arrivés sur cette base. L'un a été intercepté, l'autre a eu une défaillance. Donc ça veut dire aussi que leurs missiles ne sont pas si efficaces que ça. Et deuxièmement, surtout, que les Américains dans la région ont aussi des capacités d'interception. Vous restez bien sûr avec nous, Bruno Tertrais. On va parler notamment de l'énergie du détroit d'Ormuz. C'est juste après l'info en 1 minute. Il est 9h moins le quart. Voici Diane Ferchit. De nouvelles frappes israéliennes sur Beyrouth. Israël a ordonné aux habitants de plusieurs quartiers de la banlieue sud de la ville d'évacuer. Israël qui annonce également frapper des cibles du régime à Téhéran. En réaction, l'Iran continue de cibler les États du Golfe. L'armée du Koweït dit être en train de répondre à des attaques de drones et de missiles. Donald Trump affirme, lui, vouloir réduire graduellement l'intervention des États-Unis en Iran. La guerre en Ukraine, cette fois, les négociateurs américains et ukrainiens se retrouvent aux États-Unis aujourd'hui, alors que Kiev a frappé la Russie avec plus de 300 drones au cours de la nuit. 2 personnes ont été blessées dans le sud-ouest de la Russie. Une interpellation sans incident, selon le ministre de l'Intérieur. L'arrestation d'Ilias Kerbourg, surnommé Ganito. Il s'est évadé sans violence de la prison de Villepinte en Seine-Saint-Denis il y a 2 semaines. 3 hommes déguisés en policiers s'étaient présentés avec un faux mandat pour soi-disant le placer en garde à vue. Il a finalement été interpellé à Canet-en-Roussillon. En cyclisme, le premier des 5 monuments de la saison, Milan-San Remo aujourd'hui, et duel annoncé entre le tenant du titre Mathieu Van Der Poel et le champion du monde Tadej Pogačar. Départ de Pavie, ce sera à 10h. France Info. Le 8h30 France Info, Adrien Beck, Camille Vigogne-Lecoat. Et nous sommes toujours avec Bruno Tertrais, directeur adjoint de la Fondation pour la recherche stratégique sur France Info. On va parler de cette guerre au Moyen-Orient toujours, et particulièrement de ses conséquences sur l'énergie, avec les prix du gaz, du pétrole qui augmentent partout, en France, en Europe, mais aussi aux États-Unis. Est-ce que cette augmentation des prix est de nature à convaincre Donald Trump de cesser le conflit? On sait que c'est un sujet particulièrement sensible. Alors oui, parce qu'il se passe quelque chose aux États-Unis qui n'existe pas en Europe, en tout cas en France, c'est que les prix à la pompe sont beaucoup plus sensibles au prix du brut que ça n'est le cas en France. Pourquoi ? Tout en étant beaucoup moins cher. Alors, tout en étant moins cher. Mais les Américains, ils sont sensibles à l'augmentation, c'est-à-dire à la valeur relative plutôt qu'à la valeur absolue, comme d'ailleurs beaucoup de gens. Mais pourquoi est-ce que c'est le cas ? Parce que on le sait bien, en France, le prix à la pompe, il est essentiellement, c'est essentiellement des taxes. Voilà. Alors qu'aux États-Unis, il y a très peu de taxes, et donc dès que le prix du baril augmente, eh bien le prix à la pompe augmente beaucoup plus rapidement. Et effectivement, il va y avoir un moment où, à mesure qu'on s'approche de la campagne pour les midterms, les élections
législatives de l'automne, plus ça va râler aux États-Unis. Ça, c'est très clair. Je n'ai pas regardé les prix à la pompe aux États-Unis dans les tout derniers jours, mais il va y avoir forcément une augmentation. Alors, les gens vont dire, mais oui, mais attendez, je croyais que les États-Unis étaient devenus le premier producteur de pétrole. Bah oui, c'est vrai, sauf que ils sont quand même soumis. Et voilà, c'est un marché mondial. C'est un marché mondial, exactement. Donc, je pense que ça fait partie très clairement des raisons pour lesquelles Donald Trump va commencer sans doute à réfléchir à arrêter l'opération aussitôt que possible, même s'il n'a pas rempli tous ses objectifs. Donc, si vous voulez, je pense qu'un des facteurs importants à regarder, c'est l'évolution du prix à la pompe et ce qu'en pensent les Américains. Alors, si les prix du brut ont grimpé, ces derniers jours avec les bombardements qu'on a évoqués sur des sites pétroliers, des sites gaziers, c'est évidemment aussi la question du détroit d'Ormuz et Donald Trump, voilà, qui s'en est pris une nouvelle fois à ses alliés de l'OTAN, hier accusé d'être lâches parce qu'ils ne veulent pas aller sécuriser, dit-il, le détroit d'Ormuz. Très concrètement, Bruno Tertrais, si demain la France envoyait des hommes, des navires sécuriser, comme le dit Donald Trump, le détroit d'Ormuz, ça impliquerait quoi et ça se ferait comment concrètement? Est-ce que ça voudrait dire qu'on ferait la guerre en fait? Oui, ça voudrait dire qu'on ferait la guerre et c'est la raison pour laquelle on ne va pas le faire. Là, je crois qu'aucun pays européen n'a dit qu'il était prêt à participer à des opérations offensives, coercitives, comme on dit, visant à sécuriser le libre passage de tous les porte-conteneurs, méthaniers et autres, et navires pétroliers par le détroit d'Ormuz. Donc, il n'est pas question pour l'Europe d'aller se mêler de ça. Simplement, ce que les Européens disent, et je crois qu'Emmanuel Macron a été un petit peu le leader là, dans ce domaine-là, il a dit dès que la situation sera stabilisée, il s'est laissé un peu de marge. Hein, donc, ça veut dire qu'on peut décider quand on veut, certainement pas maintenant, mais pas forcément, j'allais dire, dans des mois. Bon. Oui, parce qu'ensuite, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, en déplacement en Israël hier, a dit que la France travaillait à une mission internationale défensive du détroit d'Ormuz. Alors, ça veut dire quoi en langage non diplomatique, une mission internationale défensive? Ça veut dire que lorsque les choses se seront calmées, dans la mesure où il y aura encore de l'incertitude et peut-être des menaces résiduelles vis-à-vis des navires qui circuleront dans le détroit, eh bien, ça pourrait être des missions d'accompagnement, de surveillance, voire de déminage, mais c'est pas pour maintenant. Mais sous l'égide de l'ONU, par exemple, dans un cadre international précis? Oui, il y aurait un cadre international, mais je rappelle qu'il n'y a pas forcément besoin d'une résolution de l'ONU pour faire ce type de mission. Je rappelle que d'ailleurs, la première mission, la première opération européenne de l'histoire, l'histoire moderne, c'était dans les années 80, la sécurisation du trafic des tankers dans le Golfe. C'était dans les années 80, on l'a un petit peu oublié. Donc ça ne serait pas révolutionnaire pour l'Europe, ça serait une sorte de coalition de volontaires comme pour l'Ukraine, et ça me paraît être une ligne assez saine et assez consensuelle à tenir, même si Donald Trump, il voudrait beaucoup plus. Il s'imagine encore que l'OTAN, les États-Unis appuient un bouton et tous les alliés de l'OTAN sont prêts à arriver tout de suite. C'est pas le cas. Je voulais qu'on dise, il nous reste très peu de temps, Bruno Tertrais, quand même un petit mot de la Russie. La Russie qui est toujours ménagée, non pas menacée par Donald Trump, puisqu'on comprend que la Russie vient donc en aide à Téhéran, même si je parle sous vos contrôles, il n'y a pas d'accord de défense mutuelle, mais malgré tout, il y a quand même une forme d'aide. Le rôle de la Russie sur l'aide à l'Iran, il est déterminant, ou comme le dit Donald Trump, Poutine les aide, je cite, peut-être un peu. Pour une fois, je crois qu'il n'est pas totalement loin de la vérité. Vous avez raison, la Russie n'est pas un allié formel de l'Iran. La Russie va bien se garder de se mêler de ça, même si l'Iran aimerait certainement que la Russie fasse plus. Il y a très probablement une assistance de renseignement, notamment de renseignement satellitaire, mais c'est probablement à peu près tout. Vous savez, quand vous êtes à Moscou, vous voyez que les États-Unis, c'est vrai pour la Chine aussi, sont englués une nouvelle fois au Moyen-Orient. C'est tout bénéfice pour la Russie. Oui, c'est une aubaine pour Vladimir Poutine. C'est une aubaine politique. C'est une aubaine politique parce que tout le monde a les yeux rivés sur le Moyen-Orient, parce qu'une fois de plus, l'Amérique est perçue comme un pays entre guillemets agresseur, etc. Et que par ailleurs, cerise sur le gâteau, ça, parce que je ne sais même pas si Poutine s'y attendait, la levée au moins temporaire des sanctions contre le pétrole russe par les Américains. Donc, en plus, c'est une aubaine financière. Donc malheureusement, je dis malheureusement pour les Ukrainiens, c'est quelque chose qui est tout à fait positif
positif pour Moscou. Ça intervient juste au moment où les caisses de l'État russe commençaient vraiment sérieusement à se vider. Donc, malheureusement, c'est aussi une opportunité Et quelles pour la Russie. conséquences ça peut avoir brièvement sur la guerre en Ukraine? Ça veut dire que tout simplement la confiance de la Russie dans sa capacité à gagner cette guerre, parce que c'est toujours l'état d'esprit dans lequel est Vladimir Poutine, va remonter encore un petit peu. On a vu, vous en avez parlé à l'instant, que les négociations, c'est des tentatives de négociations entre les États-Unis et la Russie sur l'Ukraine allaient reprendre. C'est aussi quelque chose qui montre que finalement les Américains n'ont pas complètement renoncé. C'est intéressant. C'est intéressant parce que j'avoue que je ne m'y attendais pas. Mais en tout cas, ces tentatives de négociation, elles vont probablement se dérouler comme les autres, c'est-à-dire ça va déboucher sur rien. Merci beaucoup Bruno Tertrais. C'était très éclairant ce matin, directeur adjoint de la Fondation pour la recherche stratégique. Merci à vous Camille Vigogne-Lecoître. Restez sur France Info.